Donc avant de commencer, je me présente, je m'appelle Lila Rollo et je suis étudiante en deuxième année de master d'histoire de l'art. Je me suis spécialisée il y a 1 an et demi dans la recherche en histoire de l'art moderne et contemporain à l'université Paul Valéry de Montpellier. Donc je suis venue ici pour vous parler d'un mouvement artistique qui a fait l'objet de mes recherches de mémoire l'année dernière, qui est l'arte povera. Donc nous allons tenter de comprendre le fond de cette forme artistique en étudiant tout d'abord son contexte de création, dans un premier temps, et ensuite ses fondements théoriques et leurs origines. Donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez une question ou si je passe trop vite sur quoi que ce soit. Donc pour commencer, que voyons-nous sur cette photo? Une laitue maintenue entre 2 blocs de granit, maintenue dans un équilibre fragile par des fils de fer. Si l'élément végétal se flétrit, la structure se déséquilibre et se détruit. Cette œuvre de Giovanni Anselmo est celle la plus souvent associée à l'arte povera en raison de l'étonnement qu'elle suscite. En effet, à première vue, cette œuvre ne requiert absolument aucun savoir technique et utilise des matériaux très pauvres, ce qui peut sembler à première vue vide de sens. Cependant, elle est l'expression d'une réflexion construite et riche en principes théoriques que nous allons tenter de comprendre en nous articulant autour d'une réflexion, d'une même question tout au long de cette présentation, qui est la suivante. Pourquoi les artistes de l'arte povera rendent-ils volontairement leurs œuvres pauvres, aussi bien du point de vue de la technique utilisée que dans le choix des matériaux? Donc avant toute chose, je pense qu'il est essentiel de se pencher sur le terme arte povera. Donc arte povera se traduit par art pauvre en français, et l'adjectif pauvre est lui-même issu de pauper ou pauperus en latin, qui désigne quelqu'un qui n'a pas le nécessaire pour vivre. Cette définition de la pauvreté, comme de quelque chose qui manque, n'est pourtant pas celle qui convient à celle des artistes de l'arte povera. Cette dénomination est née en Italie au cours des années 60 et a été inventée par l'historien et le critique d'art italien Germano Celan, lors d'une exposition dont il était le curateur à la galerie La Bertesca de Gênes, en Italie. Il présentait des travaux d'artistes qui seront donc associés plus tard à l'arte povera. Donc Germano Celan, c'est l'homme qui est tout en haut de ces diapositives. Donc c'est lui qui a le plus écrit au sujet de l'arte povera et il tient le rôle encore aujourd'hui de théoricien du mouvement. Donc je vais vous faire un tour de table assez rapide mais nécessaire des artistes qui composent ce groupe, parce qu'il faut savoir qu'ils sont 12 et que l'arte povera ne concerne exclusivement que ces artistes à cette époque-là et vraiment aucun autre. Donc en premier, de gauche à droite, on a Giovanni Anselmo, qui est l'artiste qui a eu le plus de succès au sein de l'arte povera. Ses recherches et ses expérimentations dans le domaine artistique ont été essentielles au développement du mouvement, notamment concernant la mise en scène de l'action énergétique avec des moyens très pauvres. Ensuite, ici, vous pouvez voir Giovanni Alighiero Boessi, c'est un artiste c'est l'artiste qui a emprunté en fait la voie la plus conceptuelle dans le mouvement. Ses travaux s'axent en particulier autour de la notion de l'aléatoire. Il cherche en général à rester le plus neutre possible face à ses œuvres et à limiter vraiment le plus possible son intervention sur le matériau. Ensuite, en troisième, nous avons Luciano Fabro. Il est décédé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et c'était un artiste italien pour qui la notion d'appartenance à l'histoire de son pays, l'Italie donc, était très importante. Il a décliné cette idée à travers de nombreuses œuvres. Une des idées qui lui était également chère était celle de laisser une place au spectateur dans la représentation artistique, de sorte à ce que le spectateur soit non seulement observateur, mais que son regard et sa présence participent également à la présence de l'œuvre. Ensuite, en quatrième position, on a Yannis Kounellis, qui est lui aussi décédé en 2007. Et contrairement aux autres protagonistes de l'arte povera, qui étaient tous italiens, lui était d'origine grecque. Les thèmes centraux dans ses travaux étaient l'homme et sa mémoire à travers le temps qui passe. Ensuite, nous avons Mario Merz, qui est aussi un autre artiste du groupe fondateur. Lui, il s'est tout d'abord intéressé à la recherche picturale avant de s'impliquer physiquement dans ses propres sculptures. Le rapport corps-œuvre est véritablement central dans ses réflexions. Ses préoccupations sont également très centrées autour de l'écologie. Ensuite, on a Pier Paolo Calzolari. Il est quant à lui un artiste complètement obsédé par l'idée de l'éphémère. Il cherchera tout au long de son œuvre à figer le mouvement par nature insaisissable et à mettre en exergue tout ce qui est imperceptible. Ensuite, mes photos sont un peu mélangées, mais on a Marisa Merz, donc c'est la seule femme du mouvement. Elle était la femme de Mario Merz, que j'ai évoqué tout à l'heure.
Ses travaux étaient centrés autour d'une lutte contre le machisme, en fait. Elle transformait des objets et des matériaux qui sont initialement associés à la maîtresse de maison des années 60 et les détournait de manière à les faire voir sous un nouvel angle. Donc ensuite, nous avons Michelangelo Pistoletto. Quant à lui, c'est aussi un membre fondateur du groupe. Il est très attaché à ses origines italiennes, comme son confrère Luciano Fabro que j'ai évoqué tout à l'heure. Le théâtre et la scénographie étaient des éléments vraiment centraux dans ses œuvres. Ensuite, on a bientôt fini. Il y a Gilberto Zorio, qui lui, réalise des œuvres basées sur des processus qui exaltent la nature, l'énergie et les transformations alchimiques. Et enfin, pour terminer, Pino Pascali, qui lui était aussi très engagé politiquement, et il créera souvent des œuvres centrées autour du sujet de l'interventionnisme militaire américain. Son souhait absolu était de rejeter la superficialité et de recentrer son public autour du concept de la nature et du retour à l'essence véritable de l'homme. Donc j'ai tenu à faire cette présentation un peu protocolaire des artistes parce qu'en fait, ils ont chacun véritablement participé à part égale à la conception du mouvement. En fait, ils se réunissaient très souvent avec Germano Ceylan pour donner une ligne directrice à leurs travaux, décider de qu'est-ce qui apparaîtra dans les expositions temporaires et guider les travaux futurs qu'ils allaient créer. Donc c'est pour cela que toute forme postérieure d'art pouvant se rapprocher de l'arte povera n'en est en fait pas une. Du point de vue strictement scientifique, il ne s'agit que d'héritage et d'influence. L'arte povera, comme j'ai dit tout à l'heure, ne concerne exclusivement que ce groupe de 12 artistes à cette époque, donc dans les années 60, en Italie. Avant de passer à la suite, ça va, vous n'avez pas de questions? Donc maintenant, je vais commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet en vous exposant le contexte de création de l'arte povera, qui est vraiment important à saisir pour comprendre ce mouvement dans toute son envergure. Donc l'arte povera est née dans les années 60, dans un contexte en Europe qui est très spécifique, aussi bien du point de vue historique qu'artistique. Donc en effet, au cours de ces années-là, la société occidentale est en pleine mutation. Suite aux ravages causés par la Seconde Guerre mondiale, l'Italie, qui avait fini par rejoindre les forces de l'Axe aux côtés de Benito Mussolini, est vaincue et complètement dévastée. Cet événement fait prendre conscience au peuple italien de son retard sur le reste de l'Europe, aussi bien du point de vue du progrès technique que celui des mœurs. Les États-Unis, qui sont alors le grand héros de la libération européenne, mettent en place le plan Marshall afin d'aider les pays européens à se reconstruire. Une brèche s'ouvre alors en Italie et l'influence de l'American Way of Life, que j'ai définie en bas de cette diapositive, s'installe dans toute l'Europe. Les Italiens, jusqu'alors très conservateurs et centrés sur les valeurs de la famille et de la religion, s'ouvrent alors à la modernité en même temps que la croissance économique du pays reprend. La tendance générale est alors à l'abandon des institutions archaïques et des modèles collectifs pour tendre vers une affirmation de soi et une ascension sociale basée sur le modèle américain. Les changements concernant le mode de vie interviennent d'une manière bien plus profonde que ceux qui touchent par exemple le milieu industriel ou l'économie. La manière de vivre et de fonctionner en Italie évolue en fait vers un modèle basé sur la consommation et la culture de masse, qui est grandement influencé par l'apparition de la télévision, qui véhicule et transmet de nouveaux désirs, donc basés sur le modèle américain, et aussi vecteur d'homogénéisation sociale. Donc cette nouvelle société que je viens de que je viens de décrire, rebute les artistes de l'arte povera qui veulent, à travers leur choix artistique, s'y opposer. Au niveau du contexte artistique, le minimalisme américain et le futurisme italien occupent une place vraiment prépondérante sur la scène contemporaine de ces années. Ce sont eux les deux grands concurrents de l'arte povera. Donc je vais maintenant rapidement définir ces deux mouvements, qui sont, je pense, des notions que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Et aussi, je pense que comprendre à quoi s'oppose l'arte povera, c'est aussi une manière de comprendre encore une fois plus profondément à quoi adhère l'arte povera. Donc le minimalisme, c'est un mouvement américain qui prend ses racines au milieu des années 1960. Il se caractérise par une volonté d'exprimer une sobriété forte, souvent qualifiée de froideur. Dans la sculpture, les matériaux utilisés sont souvent d'origine industrielle et peu modifiés par l'action humaine lors d'assemblage
au sein de compositions à l'apparence très géométrique, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Donc ici, j'ai choisi une œuvre de Donald Judd pour illustrer le minimalisme, qui est particulièrement représentative du mouvement. Donc ici, l'artiste a accroché au mur plusieurs éléments identiques, rectangulaires. L'œuvre est assemblée avec précision. Les éléments sont espacés de manière à ce que l'intervalle qui les sépare soit égal à leur hauteur. Leur nombre est volontairement pair afin qu'aucun élément ne puisse se retrouver en position centrale. Cette œuvre mêle plusieurs des principes du minimalisme que nous venons d'évoquer. Tout d'abord, à travers le choix des matériaux qui est industriel, donc ici il s'agit d'acier inoxydable et de plexiglas. Ensuite, la composition est volontairement inexistante, au même titre que le geste créateur, puisqu'il consiste en un assemblage d'éléments qui se répètent. Nous verrons par la suite de cette présentation que le minimalisme, qui peut paraître proche de l'art pauvre à travers son aspect rudimentaire, ne l'est vraiment pas du tout. Ici, c'est à travers le fait que l'œuvre, lorsqu'elle se trouve devant le spectateur, change d'aspect selon l'angle sous lequel elle est observée. Les bords rouges des rectangles de plexiglas ne s'offrent pas de la même façon à la vue du spectateur selon l'angle sous lequel on se trouve dans la pièce. Donc le but recherché dans cette œuvre par Donald Judd est de faire prendre conscience au spectateur de l'importance de sa position dans l'espace et des différentes expériences sensibles que peut offrir l'observation d'un même objet. Donc ensuite, le futurisme italien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième grand mouvement concurrent de l'arte povera sur la scène contemporaine de cette époque, aux États-Unis et en Europe. Donc ce mouvement, quant à lui, il est né un peu plus tôt, au tout début du XXe siècle. Il est né en parallèle avec la construction de l'idéologie fasciste de Mussolini, mais n'en est pas le fruit. Comme pour le minimalisme américain, ce mouvement est associé à une certaine affection pour la nouvelle modernité qui intervient en Europe à cette époque. Les œuvres futuristes sont créées en opposition au culte de celles du passé et prônent l'amour des machines et de la vitesse. Cette œuvre de Giacomo Balla, que j'ai choisie pour illustrer le futurisme, est réalisée avec un fil de laiton modelé de manière à suggérer le dynamisme dans un dépouillement extrême. L'artiste veut en fait suggérer le mouvement à travers une œuvre statique dans le but de mettre en valeur la vitesse. Ainsi, comme nous venons de le voir, la tendance artistique de cette époque semble être de suivre et de chanter les louanges d'une société industrielle. Cependant, ces valeurs modernes sont opposées à celles qui tiennent à cœur aux artistes de l'arte povera que nous allons bientôt définir. Les artistes de l'arte povera à cette époque ont le sentiment que la culture italienne et ses valeurs véritables de la vie sont sacrifiées au profit d'un modèle capitaliste américain dans lequel l'action et l'intervention humaine est considérée comme centrale et supérieure à ce qui est élémentaire et authentique dans la nature et chez l'homme. C'est dans cette optique que le principe de pauvreté va devenir essentiel dans leurs travaux et dans leur terreau théorique. Le principe de pauvreté est véritablement celui qui prime sur tous les autres dans l'arte povera. La sélection des matériaux de ces artistes n'est basée que sur un seul critère, ce que les matériaux sont et ce qu'ils dégagent. Les matériaux utilisés n'ont pas comme finalité, dans leur forme initiale, d'être des objets artistiques. Les pierres, les végétaux, fruits et légumes confondus, le bois non travaillé peuvent être utilisés. Cependant, les composantes des œuvres povéristes, donc les œuvres povéristes et les œuvres des artistes de l'arte povera, peuvent également parfois inclure des produits manufacturés comme la toile, la corde ou le plâtre. Le seul prérequis qui lie ce choix de matériaux est en fait la volonté de s'opposer à l'opulence et à la sophistication. Donc cette œuvre de Pino Pascali, que j'ai utilisée pour illustrer ce principe de pauvreté dans le choix des matériaux, est nommée 1 mètre cube de terre. Il s'agit d'une simple installation. La terre utilisée ici dans cette œuvre est le matériau brut par excellence. Il est également essentiel à la vie puisque c'est dans la terre que pousse toute forme de végétaux. Pino Pascali matérialise ici cette idée en choisissant volontairement un matériau qui n'a aucune valeur, aussi bien du point de vue esthétique que financier. La pauvreté matérielle n'a vraiment pas une connotation négative dans l'arte povera, bien au contraire. Elle est volontaire et pousse le spectateur à rechercher une explication théorique et à sortir du schéma habituel de l'admiration et de la recherche de la beauté dans une œuvre afin de se recentrer sur le véritable sens de l'art, le sentiment.
Ensuite, le principe de pauvreté dans l'arte povera s'exprime également dans le fait que les œuvres sont créées pour ne pas durer dans le temps. Elles sont caractérisées par leur volontaire fragilité. Les œuvres sont périssables afin de ne pas devenir un produit fini que l'on peut exposer dans les musées ou alors acquérir en salle de vente. Le but est de sortir du schéma traditionnel de l'art, qui, d'après les artistes de l'arte povera, déforme le véritable sens. Donc, dans cette performance de Gilberto Zorio, dont je vous ai mis une photo ici, l'idée de l'artiste est de représenter l'impact que peut avoir l'énergie électrique sur un matériau organique qui est la peau de vache. Le principe de la performance est de représenter une action en train de se produire. L'œuvre ne peut ainsi pas rester figée dans le temps, mis à part par le biais de la photographie, mais la photographie ne pourra saisir qu'un instant T de la performance et pas du tout ce que l'artiste a voulu exprimer de base. Donc c'est un moyen qui déforme tout de même un peu le sens de l'arte povera. Donc la performance est donc un des moyens d'expression, de prédilection des artistes de l'arte povera, de par sa nature éphémère. La performance se distingue des autres types d'art par le fait qu'elle peut difficilement être catégorisée dans une discipline artistique en particulier, et peut même aussi difficilement être qualifiée d'œuvre d'art. Ici, en fait, l'énergie manifestée par la matière, l'objet, correspond à cette volonté d'action pauvre et éphémère, puisque l'œuvre ne consiste qu'en sa représentation. L'idée centrale est vraiment de capter une image essentielle et instantanée. Le rejet de l'objet qui reste figé dans le temps, de ce qui est stable, épouse en fait l'idée de l'acceptation du temps qui passe et de l'effet qu'il a sur l'homme. Le temps n'est pas du tout pour eux un objet de peur, mais au contraire un phénomène stable et linéaire qui est presque pour eux rassurant. Les artistes povéristes veulent qu'en fait l'œuvre d'art appartienne au même champ physique que celui du spectateur et qu'il capte son attention en tant que tel. Leur volonté est de se recentrer donc sur l'essentiel, de capter l'attention du spectateur en le débarrassant de toute distraction d'ordre esthétique ou narratif. Ensuite, la pauvreté dans l'arte povera s'exprime d'une dernière manière, à travers l'absence de technique. Donc, ce qui, dans l'arte povera, étonne, passionne et même souvent repousse le plus dans son terreau théorique, c'est cette absence de technique. En effet, peut-on vraiment qualifier d'une œuvre d'art une œuvre que n'importe qui serait capable de réaliser? C'est la question qui est le plus souvent posée au sujet de l'arte povera. Donc, cette particularité des œuvres povéristes n'est pourtant pas la traduction d'un manque de savoir-faire, mais est bien volontaire. S'éloigner le plus possible de ce qui n'est pas véritable, de ce qui est surtravaillé, superficiel, se traduit non seulement dans le choix des matériaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais aussi par l'absence de modification qui leur est apportée. Les matériaux sont laissés dans la plupart des cas bruts. Dans les œuvres, ils sont simplement rapprochés ou bien juxtaposés. Ils ne sont jamais peints ni sculptés, par exemple. Ils sont sélectionnés par les artistes pour ce qu'ils sont à la base dans leur forme initiale. Donc la performance que nous avons définie tout à l'heure comme l'un des moyens d'expression de prédilection de l'arte povera, de par sa nature éphémère, et encore une fois utilisée ici. Donc cette fois-ci, c'est une œuvre de Yannis Kounelis. L'absence de technique se retrouve donc au cours de cette œuvre. Il installe tout simplement 11 chevaux vivants dans une pièce. Le message qu'il cherche par cette action à faire passer est élémentaire dans la compréhension de l'arte povera. L'idée véhiculée à travers cette œuvre est la suivante. Il faut bouleverser l'art tel qu'on le connaît, inerte, rangé, traditionnel, qu'on expose dans les galeries et les musées prévus à cet effet. Ce genre de performance porte également un autre message en elle. Les œuvres doivent laisser une place au public. La grande simplicité visuelle présente doit permettre au public de s'approprier l'œuvre avec sa sensibilité propre. Il ne doit pas exister d'éléments qui puissent parasiter ce phénomène. Donc, reposant sur les principes évoqués précédemment, les œuvres produites par l'arte povera se démarquent des autres dans le sens où elles ne sont pas créées pour qu'on puisse en contempler la beauté, mais pour simplement les constater dans toute leur intensité et leur plénitude. Les œuvres sont concrètes et ancrées dans la vie réelle. Donc ensuite, pour continuer, je pense qu'il est important de se demander d'où proviennent en fait ces différents principes de pauvreté et pourquoi ils existent. Donc il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout l'invention propre des artistes de l'arte povera, ils proviennent d'un mélange de différentes influences bien antérieures encore à la création du groupe.
Donc en premier lieu, l'arte povera est imprégné de toutes parts d'influence à la culture du Moyen-Âge. L'idée de pauvreté qui guide leur art renvoie à celle d'ascèse et de renoncement, ce qui permet de suggérer la figure de saint François d'Assise. L'ascèse se définit par un ensemble d'exercices disciplinaires, moraux et physiques, qui visent à aider un homme à atteindre la perfection morale et spirituelle à l'aide de la privation de tous les plaisirs. Saint François d'Assise était un homme religieux, catholique et italien, mort en 1226. Il était le créateur de l'ordre des frères franciscains. Cet ordre, en fait, par imitation du Christ, est basé sur un esprit de prière, de travail et de retour à la simplicité et à la pauvreté évangélique volontaire. Les artistes se réfèrent parfois presque explicitement à l'ordre des franciscains, comme dans l'œuvre Sandales et peignes, que je vous ai mis en photographie ici, de Piero Gilardi. Donc ici, il s'agit simplement de sandales faites de bois et de cuir clouées par l'artiste lui-même. Ces sandales, en fait, nous renvoient directement à celles portées par les frères franciscains. Les membres de l'ordre des franciscains, jusque dans leur tenue, en fait, se devaient de vivre dans une pauvreté absolue. Ceux-ci portaient un simple manteau de laine avec une corde en guise de ceinture qui s'appelait une bure et des sandales à l'image de celles qui sont présentes dans cette œuvre. Au-delà de cet exemple particulier, les fondements idéologiques de l'arte povera, dans leur essence même, renvoient à la logique franciscaine. Les artistes povéristes veulent se recentrer sur une pratique créatrice simple, basée sur la contemplation. Chez les franciscains, la contemplation est également de mise. Elle consiste à simplement regarder Dieu dans toute sa splendeur. Les œuvres des povéristes se veulent, dans cette même optique, réduites à elles-mêmes, à leur simple présence physique. Ainsi, la pauvreté ne se veut pas qu'esthétique, mais aussi idéologique. Le renoncement à toute forme de surplus est également un principe commun aux deux mouvements de pensée, donc franciscains et povéristes, ce qui permet aisément de les lier. Ensuite, pour continuer, le principe de pauvreté de l'arte povera est également issu d'un engagement politique fort de la part des artistes. En se voulant pauvre, en renonçant à un équipement élaboré, l'artiste se détache de l'industrie artistique et culturelle classique et retrouve ainsi son indépendance en se rapprochant de ce qu'est vraiment l'art. Comme nous l'avons évoqué au début de cette intervention, l'opulence et le perfectionnement sont le reflet de ce que semble être la culture américaine de cette époque. Rejeter la culture américaine, donc, c'est aussi remettre en question les bienfaits du capitalisme et de l'industrialisation. Les artistes povéristes ne peuvent échapper au climat contestataire de leur époque, donc qui est celui de mai 68, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au cours desquels, notamment, l'impérialisme et l'interventionnisme américain est fort. Celui-ci est symbolisé par son implication massive dans la guerre du Vietnam à partir de 1975, décision politique que rejette complètement l'arte povera. Cette contestation d'ordre politique est par exemple traduite à travers cette œuvre, qui s'appelle Igloo de Gap et qui a été réalisée par Mario Merz en 1968. Donc, il s'agit d'une cage de fer semi-sphérique sur laquelle est fixé un assemblage de lattes et des chalas en métal croisés dans un plan vertical, fixés entre eux par des fils d'acier. Des sacs en plastique remplis de terre sont posés sur la structure. Ils sont la copie de ceux utilisés pour la défense militaire. En fait, c'est l'archétype de l'habitat de survie qu'utilisaient les Vietnamiens pour se défendre contre les Américains durant la guerre du Vietnam. Donc la référence à la guerre du Vietnam est ici claire à travers autre chose. Ce sont les néons qui sont disposés tout autour de la structure. Ils forment en lettres capitales une phrase prononcée par le général et homme politique vietnamien Vo Nguyen Giap, qui en français signifie, parce que je vais vous l'épargner en vietnamien, « Si l'ennemi se concentre, il perd du terrain. S'il se disperse, il perd sa force. » Donc, cette réflexion sur les matériaux pauvres et premiers est également antérieure à l'arte povera. Elle trouve ses racines avant même l'époque moderne en Italie. En fait, il existe une sorte de tradition ancienne chez les artistes italiens qui consiste à exploiter la matière non travaillée. Cela se retrouvait par exemple déjà dans l'art baroque avant le XVIIe siècle, chez les grands maîtres sculpteurs, qui utilisaient le marbre en suivant les lignes naturelles déjà présentes dans les blocs de marbre. Donc cette proximité entre les matériaux, le geste créateur et l'artisan est une notion véritablement centrale dans l'histoire de l'art italienne, qui se retrouve donc dans l'arte povera dans une sorte de continuité logique.
Pour continuer, une autre idéologie politique ou du moins sociologique peut être dégagée de la construction théorique de l'arte povera. En effet, les œuvres, à travers leur esthétique simple, les matériaux pauvres qu'ils utilisent et leur message essentialiste ne creusent pas un fossé entre un public d'initiés et un public d'amateurs. Une éducation en histoire de l'art et un œil aiguisé n'est pas du tout utile pour susciter la réaction voulue par les pauvéristes, l'admiration, le rejet, le dégoût, enfin ça dépend des spectateurs. Le concept des œuvres ne se retrouve pas dans une théorie complexe, mais véritablement dans la poétique de la matière. Donc pour conclure cette présentation, nous pouvons donc désormais aisément répondre à la question qui guidait ce séminaire. Pourquoi vouloir volontairement dénuer l'art de sa richesse technique et représentative? Donc le but semble clair maintenant, s'éloigner de l'opulence et de la superficialité afin de se rapprocher du véritable sens de l'art, l'émotion. Cependant, je pense qu'il est légitime de se demander quelle est la place dans le monde de l'art pour des œuvres qui n'ont aucune valeur et qui ne doivent hypothétiquement pas être exposées. Donc le marché de l'art et les institutions muséales semblent avoir trouvé la réponse à cette question en dénaturant complètement les créations de l'arte povera. Par exemple, le Centre Pompidou de Paris possède une vraiment très riche collection d'œuvres dans ses collections permanentes, au même titre par exemple que le Kunstmuseum de Bâle ou encore que le Metropolitan Museum de New York, pour ne citer que. Les institutions qui mettent en place des expositions temporaires sur le thème de l'arte povera ne cessent de croître depuis les années 80 à peu près. Cependant, les œuvres des artistes pauvéristes nécessitent, de par leur fragilité, une attention toute particulière qui n'est pas sans dénaturer le message initial. Puisque, je le rappelle, les œuvres sont créées à la base pour ne pas pouvoir être conservées et pour ne pas pouvoir être exposées. Quant au marché de l'art, face à la déferlante médiatique que suscite l'arte povera et au nombre important de visiteurs générés lors des expositions temporaires, il s'est emparé de l'occasion. Les artistes de l'arte povera, pourtant censés être désintéressés de la vente de leurs œuvres et même y être opposés, semblent s'être laissés envoûter par les bénéfices monétaires. Donc ici, je vous ai mis un tableau qui regroupe en fait les principales ventes d'arte povera entre 2005 et 2013 par les artistes eux-mêmes qui ont créé le groupe d'arte povera. Donc je reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez voir que c'est des sommes quand même assez élevées et les dates sont assez rapprochées, donc ça signifie que les artistes vendent souvent leurs œuvres et n'hésitent vraiment pas à le faire. À titre de comparaison, je vous ai mis cette œuvre, je pense que tout le monde connaît. C'est La petite fille au ballon rouge de Banksy qui s'est autodétruite lors de sa vente il y a quelques semaines. Donc elle, par exemple, s'est vendue initialement pour 1,2 million d'euros. Donc on peut remarquer que le prix de vente de cette toile, désormais mythique, reste pourtant encore inférieur à certaines œuvres utilisées comme exemple dans ce tableau, que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, celle-ci, la carte de Boétie, que vous avez mis en premier exemple, est en fait une carte du monde réalisée par des artisans afghans, donc même pas par l'artiste lui-même, incluant dans sa composition des volontaires erreurs, comme des pays manquants qui sont en fait ceux que l'Afghanistan ne reconnaît pas comme tels. Donc cette œuvre, elle, s'est vendue par exemple à plus de 2 400 000 $. Donc ce qui peut paraître étonnant pour un artiste qui rejette le marché de l'art et les institutions muséales. Donc une autre œuvre, un dernier exemple qui peut sembler, dont le prix de vente peut sembler déconcertant, au vu du manque de valeur technique et matérielle de l'œuvre, mais aussi au vu des principes de l'arte povera. Et cette œuvre, donc nommée Igloo Objet Cache-toi, de Mario Merz, celle-ci a été vendue pour 1 298 430 $. Il s'agit d'une œuvre, si vous vous souvenez, s'inscrivant dans la même série que d'Igloo de Gap, que j'ai évoqué tout à l'heure, l'habitat de survie vietnamien. Donc ces deux points, l'exposition et la marchandisation de l'arte povera, modifient profondément donc le message initial du mouvement. Il serait à mon sens intéressant de se pencher sur la question de la dénaturation des mouvements artistiques contestataires de cette époque, qui semblent grandement influencés par cette nouvelle société qui semble ne fonctionner que par coût médiatique et monétisation. En suivant cette idée, je pense qu'il est légitime de se demander si l'arte povera existe encore aujourd'hui. Voilà. Vous avez des questions? Ou ça va? Les dates de vente, elles étaient toutes dans les années 2010
Est-ce qu'il y a un gain d'intérêt dans ces années-là? Ouais, Est-ce que les artistes étaient encore vivants ou ils ont été morts? attends, je regarde. En fait, il n'y a que 3 artistes qui sont morts. Euh, Ouais, là, ici, Yanis Kounelis. Attends, je vais te montrer. Là, il était mort depuis 1 an, donc je pense que c'est ça qui explique ça. Luciano Fabro aussi était mort, mais sinon, non, les autres étaient encore tous vivants. Voilà. Bon, bah, si Qu'est-ce c'est qu'il y a bon. dans ce mouvement-là aujourd'hui? Tu veux, La genre, nouvelle génération. bah, on considère pas vraiment, d'un point de vue scientifique, qu'il y a une nouvelle génération. C'est plutôt des héritages, par exemple, dans l'art processuel, le land art. Mais il n'y a pas vraiment de nouvelle génération d'arte povera. Il y a des expositions maintenant qui sont présentées comme étant l'arte povera avec des nouveaux artistes. Mais en fait, c'est plutôt pour faire un titre accrocheur et attirer du public parce que théoriquement, c'est vraiment que dans les années 60 avec le groupe de 12 artistes. Ouais, ils se produisent encore. Ouais, il y a souvent des expos. Marisa Mertz, oui, elle en fait souvent des nouvelles, mais les autres, je pense que, il me semble que ça s'est un peu calmé parce qu'ils sont vieux maintenant. Et voilà, ils sont un peu retirés de la scène artistique. C'est bon.